Chapitre 4. Troisième partie. Et la réincarnation dans tout cela. Ça tombe bien, car j'aimerais avoir un éclaircissement sur l'une de tes déclarations concernant la spiritualité. Et de plus, on peut la relier au principe de réincarnation, ce qui m'intéresse tout particulièrement. Quelle était la déclaration ? Comme je te demandais une fois si tu avais une opinion, un sentiment affiché sur la spiritualité et l'évolution de la conscience, tu as répondu « Quand je ne suis pas attentif, oui, je confirme. » Or, nous avons parlé plusieurs fois sur la conscience, son évolution, le principe de réincarnation, des sujets qui t'intéressaient, auxquels tu prenais plaisir à participer, et je n'avais pas le sentiment que tu étais inattentif pendant ces discussions. Je confirme toujours, ça demande effectivement des explications. Ah oui. Je vais commencer par nos discussions sur la réincarnation, et pourquoi tu avais raison de penser que j'étais attentif aux propos échangés, malgré ma déclaration lapidaire et, semble-t-il, contradictoire. Entendu. L'intérêt que l'on porte à un sujet, la décision d'y réfléchir, de l'étudier, d'en discuter, tout cela passe par les consciences ordinaires, émotionnelles pour la satisfaction ressentie, et intellectuelles pour le travail, l'étude et la restitution au cours des conversations. En tant que telle, la réincarnation et ce qui s'y rapporte constitue bien un sujet d'étude. Jusqu'à là, je suis. Pour te faire plaisir, je vais même rappeler ici les éléments sur lesquels je m'étais appuyé pour soutenir la thèse de l'évolution de la conscience à travers ces incarnations successives. Ce sont essentiellement les travaux du docteur Michael Newton, hypnothérapeute, qui a recueilli auprès de 7000 patients le souvenir, lors de régressions hypnotiques, d'expériences vécues entre deux incarnations, ce qu'il appelle la vie entre les vies, et le fait qu'il a mis au point un protocole de questionnement rigoureux, de nature ouverte, facilitant le recoupement et la comparaison des informations récoltées. Le témoignage, dans ce sens, de nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, EMI, le principe de réincarnation inscrit dans la plupart des religions orientales. Ça m'a fait plaisir, effectivement. Donc, lorsque j'évoquais cela avec toi, je discutais sur un sujet qui m'intéressait et pour lequel, à partir des éléments cités ici, je dégageais un certain biais, une certaine inclination, une inclination certaine. C'est vrai, mais ainsi que nous allons le voir par la suite, ce n'est pas là l'essentiel. Donc, comme pour toute discussion, en fait, j'étais bien attentif. C'était pas la même attention alors. On y arrive. Dire « quand je ne suis pas attentif, oui » signifiait, à contrario, que lorsque l'on est vraiment dans cet état d'attention particulier où il n'y a rien à rajouter et rien à retirer, les certitudes, les convictions, les croyances n'ont plus leur place, car elles appartiennent à d'autres niveaux de conscience, toujours les mêmes, on ne va pas y revenir, et que l'instant vécu dans et par l'attention se suffit pleinement. Tu vois bien la différence ? Oui, on peut dire alors que tu étais plutôt concentré qu'attentif, lorsque nous discutions spiritualité. On peut conserver et concevoir l'attention dans ce cas-là. Pendant une discussion, être attentif permet de clarifier la pensée en empêchant les idées parasites de se manifester. C'est l'attention au quotidien qui, contrairement à la concentration, permet une efficacité optimum dans l'action avec une dépense d'énergie minimum. Donc, on peut évoquer tous les sujets que l'on veut avec attention,
c'est même fortement conseillé. Et une précision importante. La pensée est facilitée, mais cela n'empêche pas de commettre des erreurs. Dans le sujet qui nous occupe, être intéressé par la méthode du docteur Newton, la trouver satisfaisante, ne constitue en rien une preuve irréfutable. Cela est et restera un avis, susceptible de modification au gré d'autres informations plus pertinentes et reconnues comme telles. C'est la différence entre l'attention au service de l'intellect, qui va en faciliter l'usage, améliorer le raisonnement par un travail de débroussaillage des pensées parasites, mais n'empêche pas les erreurs de jugement, et l'état d'attention qui change immédiatement le niveau de conscience, reléguant ces mêmes opinions ailleurs. Je suis content que tu aies compris cela comme ça, car je ne savais plus trop comment trouver une explication satisfaisante. Ah, les mots, comme tu dis, on y revient souvent. Et pourrais-tu parler maintenant de la conscience, de son évolution et de la réincarnation? D'accord, examinons cela. Considérons comme établi le fait que la conscience évolue au gré de ses incarnations successives. Retenons également le déroulement d'un cycle de vie tel qu'il est décrit dans les doctrines qui enseignent le principe de réincarnation. Son existence achevée, la conscience examine, en compagnie de guides éclairés, la teneur de ses actes, en tire les leçons, puis élabore les conditions de sa prochaine incarnation, afin de progresser davantage. Je vois bien le scénario. Partons sur cette base, et revenons sur ce qui est à l'origine de ces discussions. Tu t'en souviens, j'espère? Bien sûr, mon interrogation philosophique au réveil. Tout à fait. Eh bien, on peut en reprendre le plan et le faire coïncider avec un cycle de vie. Ah bon? Voyons cela. Voilà le déroulement. Fin d'une vie, fin d'une journée. La conscience migre sur un autre monde. La conscience quitte en partie le corps. Sommeil, rêve. Rétrospective de l'existence vécue, plan d'action pour progresser, réflexion matinale, volonté de changement. Chaque jour serait comme une nouvelle vie alors. Chaque jour pourrait être une vie nouvelle, à condition de le vouloir. En fait, chaque prise de conscience peut être considérée comme une nouvelle incarnation, que l'on mettra à profit pour changer véritablement, toujours dans l'acceptation du principe réincarnationniste. On fait simplement abstraction du temps. Mais on ne possède pas l'ensemble des éléments qui constituent ce que l'on pourrait appeler notre personnalité intégrale, qui contient la mémoire de nos vies passées, qui sait ce que nous avons convenu de faire ici-bas avant de s'incarner. Nous n'avons pas non plus la présence bienveillante de nos guides. L'existence que l'on mène nous donne suffisamment d'informations pour cela. Lesquelles? Notre caractère, nos relations avec les autres personnes, les responsabilités qui nous incombent, les problèmes récurrents qui nous assaillent. Et si l'on a une vie où tout nous réussit, une vie qui passe un peu comme un rêve merveilleux, trop accaparée par les difficultés ou submergée par les jouissances, notre conscience est prisonnière de ces deux trames. Prendre du recul, être attentif, permettrait de mieux faire face ou résoudre plus facilement les problèmes en réduisant leur impact émotionnel. Chapitre 3, première partie, présentation, le verre de bière. De sortir de cette bulle de jouissance et reconsidérer sa relation aux autres. L'attention donne la connaissance infuse, permet la connaissance de soi, et donc des autres.
car ce que nous sommes fondamentalement, au-delà des apparences, est identique en chaque être. Appelons-le simplement notre nature profonde, ou véritable. Véritable? Rappelle-toi le collectionneur. Chapitre 3, deuxième partie, État des lieux. Nous sommes une collection de pensées composant des habitudes, élaborant des rôles, pour coller au plus proche des scénarios que la société produit. Toute cette collection de sentiments qui se répètent inlassablement durant notre existence, et que nous endossons comme des costumes de scène, tout cela s'effondre à l'instant lorsque nous sommes attentifs, parce que s'effondrent également les consciences ordinaires. Oui, je comprends. Lorsque nous sommes simplement attentifs, les émotions disparaissent, avec elles les tensions, les résistances, les habitudes, les préjugés. Il ne reste plus qu'une volonté qui, naturellement, sera encline à la compréhension et à la compassion envers les autres. Car ce bien-être que nous ressentons à nous-mêmes, nous le partageons spontanément. Voilà. Et cette prise de conscience par l'attention permet d'exercer cela ici et maintenant, plutôt qu'ailleurs et plus tard. Bon, c'est terminé avec la réincarnation? Oui. Allez, vas-y, pose ta question. Tu lis sur mon visage? Je devine à ton son de voix surtout. Voilà. Que penses-tu de l'hypnothérapie qui consiste à plonger le patient dans sa mémoire des vies antérieures pour résoudre des difficultés actuelles? Si le problème est résolu, c'est très bien. Mais après, cela peut créer d'autres obstacles, comme une obsession liée au principe « je récolte ce que j'ai semé », mais qu'est-ce que j'ai semé? C'est moi? C'est pas possible. Et là, on se retrouve avec 2 valises à porter au lieu d'une. 2 valises, ça équilibre. C'est le problème des comparaisons imagées. Disons, une valise beaucoup plus lourde, ça te va? C'est mieux. Toujours dans le cadre de cette thérapie spirituelle, il est rapporté que le fait d'accepter sa situation, ses erreurs passées, permet d'en recevoir le pardon, ce qui provoquerait, parfois, une libération complète de sa dette. Franchement, je ne peux pas répondre objectivement à cette question. Mais ce qu'il est possible de dire ici, c'est que la culpabilité et le remords stimulent la conscience émotionnelle, limitant notre lucidité et donc notre capacité à résoudre les problèmes. Lorsque nous aborderons le thème de la vie quotidienne, je reviendrai sur cette notion d'acceptation et de pardon, même si celui-ci est rattaché à la religion. Et la notion de dette. Même si l'on accepte le fait que l'on traîne des arriérés comportementaux sur plusieurs vies, et qu'il faut les régler un jour ou l'autre, nous nous retrouvons dans une situation identique à celle examinée pendant notre discussion sur l'attention, à propos des souvenirs émotionnels datés. Peu importe l'ancienneté du traumatisme, c'est la vigueur du signal émotionnel, sa persistance dans notre conscience, qui commandera notre réaction, à savoir mobiliser suffisamment, et chaque fois que nécessaire, l'attention et la respiration consciente. Bien, cette fois, c'en est fini. On va en profiter pour faire une pause musicale. Non pas avec malheur, on verra ça à la fin de notre discussion sur le thème de la spiritualité, mais avec un musicien remarquable, sublime, et si discret que je l'ai oublié dans cette chronologie partielle et donc partiale. Je le connais? Ah oui, c'est pour ça que nous n'écouterons pas l'une de ses œuvres les plus célèbres, comme la 8e symphonie, inachevée, le quintet La Truite, ou l'Ave Maria. Ah, Schubert. Oui. Je te propose donc de découvrir l'une de ses dernières compositions, intense. Le quintet opus 163 ou Deutsche 956.
Tu as souvent dit que notre investigation, notre recherche sur la connaissance de soi, devait rester dans un cadre amical, simple et respectueux. Eh bien, lorsque je pense à Schubert, ou que j'écoute sa musique, c'est cette notion d'amitié et de simplicité qui me vient spontanément à l'esprit. C'est le signe des plus grands, le génie et la simplicité. Quelle douleur exprimée dans les parties lentes. Il savait sa fin proche. En même temps, quelle énergie dans le final. En tout cas, un magnifique cadeau pour toutes les personnes qui auront le privilège de l'écouter. Continuons. Tu souhaites aborder autre chose sur la spiritualité? Non. Je vais donc me permettre une petite allégorie pour finir. Permets-toi. Il y a bien longtemps, en d'autres lieux et en d'autres temps, deux particules s'interrogeaient sur leur nature et leur devenir. L'une faisait partie d'un objet, particule A, tandis que l'autre était assujettie à un corps céleste, particule B. Les seules informations dont elle disposait étaient, pour A, que les objets ont des formes et des utilisations multiples, pour B, que tous les corps célestes, à partir d'une certaine taille, sont sphériques et que leur destinée est de tourner invariablement autour d'autres corps. Elles entretenaient cependant l'espoir d'être un jour réunies, ce qu'affirmaient les enseignements de leur antique sagesse. En attendant, elles vivaient simplement et pleinement leur existence de particules. Oui, le temps a passé sur ce monde de particules. Elles disposent à présent d'une conscience plus développée et du libre arbitre. Deux savants représentants de cette population, C et D, ont trouvé les réponses aux questionnements de A et B. Leur situation résulte de la force dominante dont chacune est tributaire, l'électromagnétisme pour A et la gravitation pour B. Elles font partie d'un ensemble très vaste, peut-être infini, et oui, il est fort probable qu'elles soient réunies un jour sous la forme de grains de lumière, si l'univers qui les contient continue sa progression actuelle. Elles resteront ainsi, dans leur forme ultime et singulière, jusqu'à ce qu'une fluctuation d'énergie, venue on ne sait comment, réactive le cycle créatif des mondes et les sépare à nouveau. Mais ceci est une autre histoire. La suite? C et D sont les prototypes d'une population dont certains représentants ont acquis une connaissance et une sagesse suffisantes pour éclairer leurs semblables sur le sens de l'existence et les aider à vivre ensemble de façon harmonieuse et respectueuse. Tout devrait bien se passer, car le peuple des particules bénéficiait d'une conscience élaborée et du libre arbitre. Aptitude suffisante pour appliquer ce programme du bien vivre ensemble. Mais ce fut un échec, car si la conscience permettait, par l'empathie, de vivre et donc de comprendre la souffrance des autres, un autre dispositif, l'ego, offrait la possibilité de se séparer de ses semblables, de se distinguer et vivre toutes les jouissances souhaitées. Ce fut un moteur incroyable de progrès technique, mais une source inépuisable de maux pour la grande majorité des particules. Égoïsme, cupidité, violence, souffrance, détresse, misère. Qu'à cela ne tienne, car certaines particules, a priori auréolées d'un certain savoir, répétaient à l'envi que cela ira mieux demain, voire après-demain. En tout cas, c'est une certitude, après avoir quitté cette vallée de larmes au terme d'une existence difficile, chaque particule recevra à jamais le bonheur et la félicité mérités. Il faut imaginer qu'elles étaient persuasives, ces voix dispensant ce message réconfortant, car près de 85 particules sur 100 étaient disposées à y croire.
Ça me rappelle furieusement quelque chose. Alors quelques particules se sont souvenues de cet ancien monde où des forces simples, immuables, ordonnaient et rythmaient les jours et les saisons de leurs ancêtres. Même si cette existence leur paraît bien fade et banale aujourd'hui, elle reste à la fois songeuse et attristée lorsqu'elle constate ce que leur monde est devenu à présent. Voulant comprendre davantage ce qu'il en est pour mieux contribuer à changer le cours des événements, C et D font cette première constatation. Si des informations manquent sur la nature exacte de la force de gravitation, qui imposait à B en tant qu'hôte du corps céleste de tourner indéfiniment, notamment l'élément médiateur échangé entre les corps qui subissent cette force, on lui a pourtant trouvé un nom, le graviton. Ce qu'on en sait suffit pour comprendre ce mécanisme, en déterminer l'expression et le sens. On peut même, à partir de cette connaissance partielle, envoyer des fusées dans l'espace et prévoir la forme et le destin de l'univers. C et D concluent donc que la connaissance est illimitée, mais que les fragments assimilés donnent le plus souvent des réponses satisfaisantes à la compréhension du monde et permettent de l'adapter aux besoins du moment, et surtout que les interrogations en cours sont une voie puissante, incontournable pour accroître ses facultés. Où cela va-t-il nous mener? Poursuivant leur réflexion, C et D s'interrogent maintenant sur leur raison d'être, leur nature véritable, telle qu'elle fut décrite par les enseignements des premiers sages du peuple des particules, et transmis depuis lors de génération en génération. Pourquoi, si le but de la conscience est d'évoluer pour retrouver sa nature unitaire, pourquoi aura-t-il d'abord fallu quitter cet état premier, perdre ce savoir absolu, et connaître pour cela de nombreuses incarnations successives dans la matière et la souffrance? Autre version possible, car C et D ne sont pas sectaires, pourquoi le principe créateur, le Dieu qui n'est qu'amour, permet-il une telle différence entre sa création? Pourquoi certaines particules naissent dans l'abondance, connaîtront une vie de bonheur total, alors que d'autres n'auront pour toute compagne dans leur existence que la précarité, la maladie et la souffrance? Enfin, pour les particules matérialistes, qui pensent qu'avec la mort du support physique, la conscience disparaît, peut-on envisager le bien-être pour toutes et l'harmonie entre chacune? C et D relisent l'histoire de leur monde, passent en revue les différentes époques, tous les régimes économiques et politiques qui se sont succédés, la présence ou non, à leur côté, de systèmes religieux. Certes, le progrès et le confort qui l'accompagnent permettent à une partie du peuple des particules d'améliorer très sensiblement ses conditions de vie. Mais le constat global est effroyable. Alors que les premières sociétés organisées de particules qui s'établissent sont vieilles de 10 000 ans, leur caractère émotionnel n'a pas varié. Il est toujours à l'origine de l'égoïsme, de l'effroyable inégalité sociale entre elles et de la violence ambiante. Que vont faire C et D alors? Ils reviennent à la source de leur questionnement, se suffire des informations dont ils disposent, comme pour le phénomène de gravitation. Que les spéculations et les interrogations métaphysiques ne résoudront pas les problèmes concrets, que la société changera vraiment si les consciences évoluent, et surtout que cette transformation personnelle ne sera possible qu'à condition de le souhaiter et d'exercer sa volonté pour cela. C'est le fruit du libre arbitre et de la malléabilité de la conscience. C et D sont enfin d'accord pour dire, en conclusion, que si la conscience persiste au-delà de la disparition de la matière, si elle est amenée à se développer et accroître son potentiel dans d'autres plans, il conviendra de demeurer dans l'attention en tant que conscience désincarnée, comme les particules pouvaient s'y appliquer durant leur existence incarnée.
conservant ainsi cette attitude particulière du mental qui libère la conscience de ses scories. La réponse est claire, on a bien fait le tour de la spiritualité, avec une incursion marquée dans le thème de la société. C'est pas un problème, au contraire, car la société et la vie quotidienne, les deux derniers thèmes dont nous allons parler, sont essentiels et la répétition sera la bienvenue. Comme la musique maintenant? Comme la musique maintenant. C'est donc bien Mahler que nous allons entendre cette fois. Oui, sa 3e symphonie, mais uniquement les 3 derniers mouvements, car c'est une œuvre monumentale. C'est une symphonie à programme, et ce programme est très ambitieux puisqu'il s'agit de la création. Nous aurons donc successivement les mouvements numéro 4, ce que me racontent les humains, numéro 5, ce que me racontent les anges, et numéro 6, ce que me raconte l'amour. Il fallait bien cela après avoir parlé de spiritualité. Il n'y a plus de mots. Il est vrai que ce final tient véritablement ses promesses. On continue, mais la semaine prochaine, pour parler cette fois de la société. Cette chère société, qui est notre reflet exact. Ne l'oublions pas.